La première, c'est l'islam politique. La deuxième, c'est le rôle de l'armée. Et aussi les relations entre l'État et les nouveaux régimes. C'est-à-dire ces débats entre qu'est-ce que ça veut dire pour beaucoup d'Égyptiens, l'appareil de l'État maintenant. Si je parle de l'islam, les islamistes, l'islam politique en Égypte, les mouvements islamistes est essentiellement composé par 3-4 groupes. Les groupes les plus importants, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans, dans les élections 2005, ont obtenu 88 sièges, c'est-à-dire autour de 20% des voix. Les dernières élections 2010 ont été complètement troquées. Elles ont obtenu 0. Et ça, c'est pour montrer une force qui a obtenu 88 sièges 2005. Il y a 3-4 mois, dans les élections qui étaient juste avant la Révolution, ont obtenu 0 sièges. Et aussi avec eux, toutes les forces de l'opposition. Et ça, c'est peut-être un élément important qui a causé cette révolution. Je vais dire, il y avait deux logiques. Il y avait une logique qui a dominé la vie politique en Égypte pendant longtemps. C'était dans nos têtes comment, et dans les têtes des gens qui sont au pouvoir, comment, et beaucoup des laïcs aussi, comment on peut éliminer les islamistes. C'est-à-dire dans la tête, c'est un mouvement par définition obscurantisme, antidémocratique. Mais je crois maintenant on est passé vers un esprit ou une logique intégrationniste. Comment on peut intégrer les islamistes, c'est-à-dire comment on peut éliminer les islamistes. On est arrivé sur un autre défi beaucoup plus compliqué et ce n'est pas facile. Comment on peut intégrer les islamistes dans un processus démocratique et comment on peut obliger les islamistes de respecter les règles des jeux démocratiques, la Constitution. Et là, si on voit en Égypte, il y a les partis Wassat. Les partis Wassat, c'est 10 minutes, ok. Non, c'est très bien. Les partis Wassat, c'est un parti qui était créé, qui a été créé depuis 15 ans, mais qui n'était pas légal, qui est devenu légal il y a 3 semaines, c'est juste après la Révolution. Et c'est un parti qui inspire l'expérience turque en Égypte. Et en plus, il y a les frères musulmans. Et les frères musulmans, il y a l'old generation, les vieux gardes dans cette confrérie où ils sont loin des valeurs démocratiques. Il y a les jeunes qui ont montré pendant cette révolution une capacité de s'intégrer dans la révolution, de défendre la démocratie, de défendre les citoyennetés. Donc, il y a cette division. Donc, la question, cette huge organisation, les frères musulmans, est-ce qu'elle va continuer après le lendemain de la révolution comme une seule organisation? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que les frères musulmans bientôt vont créer un parti politique, mais il ne sera pas un seul parti. Mais il y a une division, un clivage interne très fort maintenant. Il y a des jeunes et des réformistes, et je ne crois pas que les frères musulmans qui ont cohabité, qui ont gardé cette capacité organisationnelle de se cohabiter ensemble pendant 82 ans, va continuer comme avant. Donc, on va voir une recomposition de la carte politique en Égypte, où les islamistes ne seront pas un seul mouvement, ou les frères musulmans plutôt ne seront pas un seul mouvement, un seul acteur. La deuxième
Mais là, peut-être j'ajoute un petit mot sur les autres forces politiques. Aussi, si je parle de gauche en Égypte, on avait vraiment des mouvements de gauche, beaucoup, très fermés, très élitistes. Ils parlent des peuples, mais ils ne connaissent pas les peuples. Ils parlent des classes ouvrières, mais ils ne les fréquentent pas. Mais pendant la Révolution, on a vu vraiment des jeunes, on peut les considérer comme de gauche moderne, des sociodémocrates, des gens qui veulent aussi garder des bases sociales. C'est-à-dire de garder une terminologie de gauche, mais des terminologies de gauche, une interaction avec les classes populaires et avec les ouvriers et avec les classes moyennes dans le pays. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et il y a maintenant aussi un parti ou plusieurs partis qui sont en train de construire sur ces modèles-là. Oui, en Tunisie, on parle de 40 partis politiques, 49. Mais je vais dire qu'il y avait plus en Portugal au 74. Donc, et si on étudie aussi, en Espagne, j'ai entendu des chiffres juste après la mort de Franco qui étaient aussi, qui ressemblent à 100 ou 90 ou quelque chose comme ça. C'est que je me suis sûr, pour le Portugal et l'Espagne, c'était plus que les chiffres tunisiens. Donc, au début, on peut comprendre ça, mais bien sûr, à mon avis, ça ne va pas continuer. On va voir 4 ou 5 partis forts, ou peut-être 6 ou 7 partis. Ça, c'est donc les premiers challenges, les premiers défis, c'est comment, on peut intégrer les islamistes dans un processus démocratique qui va obliger ces mouvements par la loi et par des règles démocratiques de respecter toutes les valeurs démocratiques et la constitution du pays et tout ça. Le deuxième défi, c'est l'armée. Et là, oui, 2, 4. Il est jusqu'à 18h, j'ai droit à une demi-heure. Je rappelle quand même. Vous voyez? Non, d'accord. Oui. Ok. Minutes encore, mais enfin, Monia le père. Ok. C'est un demi-heure. Donc, oui, un demi-heure. Ok. Donc, les 50 défis, le deuxième défi, c'est l'armée. Et là, je crois, là, il y a les cas de l'Égypte et les cas de la Tunisie aussi. Il y a dès le départ un sentiment en Égypte de respect vis-à-vis de l'armée. Ça, c'est les points de départ. Ça, c'est le tahrir. Ça, c'est l'idéalisme de tahrir. Bien sûr, peut-être maintenant, on parlera la situation devient parfois plus compliquée, mais il faut qu'on analyse la situation en Égypte et surtout la situation de l'armée, il faut laisser à part les modèles latino-américains. Moi, pendant la Révolution, j'ai vu des dizaines de journalistes latino-américains et parfois américains qui méfiaient beaucoup de l'armée en Égypte. Et là, je ne vais pas parler de l'armée comme c'était une institution idéale. Non, je vais dire, premièrement, les gens normaux, c'est-à-dire un citoyen égyptien dans la rue, il va vous dire, et on a vu ça pendant la Révolution, moi j'ai souffert du ministère de l'Intérieur, des services de sécurité qui dépendent du ministère de l'Intérieur, mais pour nous, l'armée représente une sorte de fierté nationale et unité nationale. Ça, c'est aussi les points de départ. Et l'armée, 3 jours après la révolution où Moubarak était encore au pouvoir, elles ont dit on comprend, on soutient les demandes légitimes du peuple égyptien. Moi, je trouve que l'armée a duré la crise de façon très professionnelle et moi, personnellement, ça m'a étonné parce qu'ils n'ont pas allé jusqu'à de faire un coup d'État
contre Moubarak. Et en même temps, ils n'ont pas tiré sur la foule ou ils n'ont pas montré qu'ils sont contre leur peuple. Et à mon avis, ça, c'était quelque chose d'important parce que je veux, après la révolution, avoir une armée professionnelle et indépendante. Je ne veux pas une armée engagée politiquement. Et moi, j'ai dit ça aux jeunes à Tahrir. Peut-être, Youssef, tu as vu beaucoup de gens dans les Tahrir qui voulaient l'armée s'intervienne comme un acteur politique. Et moi, j'ai dit ça va être une catastrophe pour les pays. Si on va traiter l'armée comme un traite un parti politique ou un acteur politique, comme s'ils étaient des activistes qui viennent faire des tracts, distribuer des tracts et des choses comme ça va être contre Moubarak et contre les anciens régimes, ça va être catastrophique.